entreprise, un éditeur de logiciels, n'importe qui n'intégrerait pas l'intelligence artificielle dans les 3 prochaines années aura toutes les chances de péricliter ou en tout cas d'avoir des difficultés. Bonjour Frédéric, Bonjour. bienvenue parmi nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue dans les locaux de BW à Dijon. En quelques mots, est-ce que tu peux te présenter pour commencer? Oui. Donc je suis Frédéric Barbier, je suis directeur général de Groupe Active. Groupe Active, c'est une entreprise dijonnaise, mais qui a un rayonnement national, puisqu'on est un réseau d'experts indépendants qui interviennent partout en France pour accompagner les entreprises, les TPE, PME, sur 5 verticales métiers, donc le développement commercial, la transformation digitale, la prod supply chain, la partie DAF et la partie DRH. Et donc on intervient aux côtés des dirigeants de TPE, PME pour prendre la responsabilité de l'une de ces verticales métiers. Et bien souvent lui permettre de dégager plus de temps, d'être plus performant, de rendre son entreprise plus performante et de permettre un meilleur développement de ces sociétés. Aujourd'hui, c'est plus de 80 experts sur le terrain. Oui. Tu as un rôle de chef d'orchestre, comment ça se passe un petit peu Alors, j'ai une équipe autour de moi qui m'accompagne parce que je ne peux pas être seul à accompagner ces indépendants qui sont eux-mêmes chefs d'entreprise, qui ont eux-mêmes un besoin de développer leur activité. Donc j'ai une équipe avec moi et effectivement on a ce rôle de chef d'orchestre. Je dirais plus... alors il y a un côté animation, mais c'est pas animation Club Med. C'est de l'animation dans la performance des experts et dans le fait qu'ils fassent bien leur mission auprès des entreprises qu'on accompagne et que eux surtout trouvent du plaisir et se développent correctement dans leur nouvelle vie d'indépendant, parce que ce sont des cadres à la base qui ont décidé de changer de vie en devenant indépendant, ne plus avoir un patron mais 5 clients. Okay. Voilà, donc c'est ça notre rôle. C'est un groupe qui a été créé en 1995, oui. Il y a 30 ans. Est-ce qu'il y a un fil conducteur, un ADN un petit peu, qui est encore présent aujourd'hui, des valeurs qui sont partagées par ces 80 experts? Comment tu peux en dire plus là-dessus? Alors oui, depuis 1995, donc je disais, notre vocation c'est d'accompagner les entreprises. Le dirigeant d'entreprise, le plus grand fléau du dirigeant d'entreprise, c'est la solitude, l'isolement. Et donc les valeurs qu'on prône chez Groupe Active, c'est d'accompagner ces dirigeants pour lutter contre ça. Alors, pas simplement un accompagnement de présence en leur amenant une expertise, mais finalement ça fait partie de notre ADN et c'est aussi ce qu'on propose comme accompagnement aux experts. Ils se sont lancés, ils sont seuls et maintenant ils ont besoin d'être eux aussi accompagnés et retrouver finalement une ambiance de travail d'un groupe, malgré le fait qu'il soit tout seul. Ok. On va parler de toi plus spécifiquement. Tu es arrivé dans le groupe, tu avais cofondé DSI Active, une branche du coup, de toute l'activité d'aujourd'hui. Comment s'est passée ton arrivée? Comment t'es passé un petit peu de ce profil technique à un profil plus de responsabilité Alors, en fait, j'avais plus de mon profil technique depuis longtemps, parce qu'en réalité, j'étais avant associé dans un cabinet de conseil. D'accord. Et j'avais plutôt un rôle de consultant-manager, donc j'avais déjà un peu abandonné les serveurs, voilà. les salles blanches, tout ça. C'est ça, ouais. J'en visitais encore, mais je passais plus de journées dedans à configurer les machines. Mais du coup, oui, DSI Active, en fait... à l'origine, Groupe Active, il y avait seulement le développement commercial. C'était que Prospective, qui était d'ailleurs notre marque, jusqu'en 2022. Et à partir des années 2020, les dirigeants de Prospective et son président fondateur Frédéric Letard a décidé de diversifier, c'est-à-dire reproduire un modèle qui fonctionnait pour la direction commerciale externalisée, mais le faire sur les autres verticales métiers que j'ai évoqués. Et donc, ce qu'il a fait pour ça, c'est qu'il a cherché des hommes métiers qui pouvaient porter ce projet à ses côtés. Et le fait des rencontres a fait que le cabinet dans lequel j'étais associé
a été identifié comme potentiel cofondateur d'un nouveau réseau, du réseau DSI Active. Et moi, j'ai saisi la balle au bon de m'investir directement et personnellement dans ce projet. Et c'est comme ça que j'ai rejoint l'aventure Active. Et en 2022, quand on avait à cette époque-là trois réseaux, on s'est dit que c'était difficile de faire cohabiter 3 réseaux, 3 structures juridiques l'une à côté de l'autre. Donc on s'est dit qu'on allait créer une marque chapeau, et c'est Groupe Active. D'accord. Il y a eu des hauts et des bas. Oui. Le groupe a connu un plan de continuation. Est-ce que tu as quelque chose à partager, une expérience ou un retour? Comment ça a pu être formateur? Qu'est-ce que ça a apporté? Oui. Le plan de redressement, le plan de continuation, c'est un peu comme un LBO à l'envers. Donc le LBO, c'est un fonds d'investissement qui vient accompagner un projet de développement. Et là, en fait, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on doit rembourser une dette parce qu'il y a eu à un moment un accident de parcours. Et ça enseigne beaucoup la maîtrise de la gestion. Et puis, ça nous a amené, bien entendu, à devoir arbitrer plein de choses et à être toujours dans la résilience, dans la capacité d'anticiper les choses, mais avec peu de moyens. Donc c'est très formateur, c'est handicapant, Oui. mais on a aussi un côté orgueilleux de se dire on va aller au bout, parce que si on a décidé à un moment de rentrer dans cette situation, c'est pour redresser et pour en ressortir. Ok. Donc passer à l'action, pas être victime en fait de la situation et avancer. Ce caractère un peu combatif ou goût de l'effort, on va dire, performance sous pression, tu as aussi à un moment mené des mises en place de certification ISO, ce genre de choses sur des temps très réduits. Oui. Donc ça a l'air d'être ancré en toi quand même. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce goût de challenge peut-être ou du combat? J'ai toujours été dans ma carrière dans une philosophie de dire je ne dirai jamais non à un projet ou à une mission qu'on me confierait. Alors ça m'a rarement joué des tours, hein, mais c'est vrai que parfois ça m'a mis dans des situations un peu compliquées. Et là, finalement, c'était un nouveau challenge, une opportunité de... Alors, j'ai pas vécu ce redressement depuis le début, mais je suis arrivé dans une situation où on était... où il y avait encore au moins 3 ans à travailler sur le sujet. Donc le challenge était intéressant, mais c'est pas l'élément qui m'a motivé le plus. Je cherche pas forcément la difficulté, tout comme ce que tu évoques sur accompagner une certification ISO, une entreprise qui a une deadline très courte. Oui. C'était pas pour le plaisir, mais ça rajoute un petit peu d'épices au plat, et donc c'est intéressant, ça me plaît bien. C'est le côté challengeant. Okay. Ouais. Ce côté justement valeur que tu peux avoir, ça se traduit aussi au niveau du groupe avec un mécénat, avec 60 000 rebonds. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette initiative? Oui. Alors c'est une initiative, encore une fois, qui part de l'humain. C'est une rencontre. Alors notre président Frédéric Liotard a rencontré un jour Guillaume Mullier, qui était à l'époque président de cette association, 60 000 rebonds, qui est une association territorialisée, mais avec une fédération nationale. Et le challenge a été proposé à ce moment-là à Frédéric Liotard, mon associé et président de Groupe Active, de prendre une présidence de 60 000 rebonds en Bourgogne-Franche-Comté. Ce qu'il a accepté parce que la personne et l'humain qui a posé la question et lui proposé comptait pour lui. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à être investi dans l'association. Et on a naturellement continué à le faire. 60 000 rebonds, c'est une association qui accompagne les dirigeants qui ont déposé le bilan, donc qui ont bien souvent tout perdu. Et quand nous, on prône l'entrepreneuriat, le développement des entreprises, l'accompagnement de ces entreprises pour éviter d'arriver dans ces situations, on peut aussi penser justement à ceux qui n'ont pas eu cette chance d'être accompagnés. Et 60 000 rebonds œuvrent pour ça. Donc aujourd'hui, on est mécène. On héberge dans nos locaux l'association territoriale. Et puis on participe conjointement à beaucoup d'actions pour lever des fonds
et pour accompagner finalement les dirigeants d'entreprise. Et donc le mécénat, la mise en proposition de moyens logistiques, du coup. Donc ça, on est sur le groupe Active. Une de vos dernières initiatives, c'est Gaïa. Oui. Qu'est-ce que c'est Gaïa? Gaïa? Ouais. Gaïa, c'est Groupe Active Intelligence Artificielle. Ah, ça me plaît, ça. Voilà. Je savais que ça te plairait. Oui, non, Gaïa, parce que en 2024, donc moi, mon attirance et mon appétence pour les nouvelles technologies, issues aussi de ma formation, ont fait que on s'est intéressé assez tôt à l'intelligence artificielle. Alors d'abord à titre personnel et après se demander est-ce qu'il pourrait y avoir une application dans nos métiers. Et chez Groupe Active, on réunit nos experts tous les 3 mois pour un séminaire. Okay. Et lors d'un séminaire, j'ai proposé de faire intervenir une personne de chez Microsoft, dont la spécialité est l'intelligence artificielle, mais qui travaille déjà sur l'intelligence artificielle depuis de nombreuses années. Quelqu'un que je connaissais dans ma vie précédente, qui est auteur d'un livre sur l'intelligence artificielle. Et donc, on a fait intervenir cette personne et on a décidé que ce serait le point de départ d'une réflexion sur l'intelligence artificielle au service de nos experts et au service de nos clients. Et au cours de cette intervention et de ce séminaire, il nous a partagé quelque chose qui, à l'époque, ne nous semblait pas encore évident, mais qui l'est aujourd'hui, c'est qu'une entreprise, un éditeur de logiciels, n'importe qui n'intégrerait pas l'intelligence artificielle dans les 3 prochaines années aura toutes les chances de péricliter ou en tout cas d'avoir des difficultés. Et donc on a lancé ce projet. On a été aussi accompagné par une entreprise lyonnaise qui est spécialisée dans la configuration et la mise à disposition de chatbots basés sur l'intelligence artificielle. Et donc on a fait finalement un atelier d'idéation avec nos experts. En gros, si vous aviez une baguette magique, quelle intelligence artificielle pourrait vous aider dans votre quotidien, dans votre mission d'expert, chez vos clients, etc. Et donc on a récolté plein de matières et c'était le point de départ. On s'est dit qu'est-ce qu'on va en faire, et on a réfléchi et puis on a petit à petit développé, élevé des bots, des agents qu'on met à disposition de nos experts, qui s'appellent tous Gaïa, mais qui ont des spécialisations particulières. Et on a plusieurs dizaines d'agents qui aujourd'hui sont mis à disposition de nos experts, soit en amont de leur mission, c'est-à-dire pour leur permettre de trouver du business, pour leur permettre d'aller plus vite dans leurs tâches du quotidien, mais aussi pour permettre aux PME qu'on accompagne d'accéder et de bénéficier de l'intelligence artificielle, qui est encore peut-être un peu lointaine pour certaines PME françaises dans le fin fond de nos territoires. Donc c'est des IA qui s'appellent toutes Gaïa et qui vont venir aider sur des verticales en particulier, donc une verticale commerciale, aide à la rédaction de devis ou ce genre de choses. C'est ça. Donc ça, c'est notre best-seller, c'est Gaïa Propal. Donc on est parti de... Il faut savoir que chez Groupe Active, on apporte beaucoup de méthodes et d'outils à nos experts. Et du coup, l'une des activités des experts, c'est de faire de la prospection et ensuite de rédiger des propositions commerciales qui sont typées, qui sont standardisées, donc qui sont faciles à compléter, mais qui sont quand même chronophages parce qu'il faut reformuler des contextes, il faut faire de l'explication, etc. Et donc, Gaïa Propal, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de rédiger une proposition commerciale pour les meilleurs d'entre nous en moins de 2 heures, alors qu'avant, on pouvait prendre une demi-journée, voire une journée, pour de la reformulation, simplement. Donc la valeur ajoutée, elle est surtout sur un gain de temps. Et puis un gain je dirais, d'efficience, de performance, de contenu, puisque l'intelligence artificielle a quand même cette capacité à ne rien oublier de ce qu'on a pu lui dire ou de ce qu'on a pu transcrire d'un échange qu'on aurait fait par exemple avec un prospect. Nous, ce qu'on voit au quotidien, c'est qu'au-delà de l'outil, le plus compliqué à convaincre, c'est l'utilisateur. Oui. C'est quoi votre
votre formule magique pour réussir à accompagner un expert qui a 20 ans de métier, qui a peut-être des fois une posture, hein, on a toujours fait comme ça, un peu de fond. Ouais. Est-ce que vous avez constaté un petit peu ce réflexe, peut-être au départ de pas confiance dans l'outil, puis de crainte? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu observer? Pas forcément, parce que en réalité, on les accompagne d'abord sur un métier qu'ils ne connaissent pas à la base. Alors, à part pour les directeurs, les DIRCO, qui ont déjà tous fait du commerce. Mais un DSI qui se met à son compte et qui va devoir vendre ses services, finalement, il découvre un nouveau métier, celui de commercial. Et donc, on leur apporte la facilité dans ce nouveau job qu'ils ont, ce nouveau rôle qu'ils ont. Donc là, l'adoption, elle est naturelle, immédiate, ouais. et immédiate. Après, dans notre cursus de formation, on met en situation nos experts de faire une partie de ce qu'ils vont faire demain dans leur quotidien. Et on les met face à une réalité. C'est je te donne une feuille et un stylo et tu me rédiges une proposition commerciale, ou alors je te propose Gaia Propal. Qu'est-ce qui est plus confortable? Donc l'adoption, elle se fait aussi naturellement. Comme ça. Et du coup, il y a aller plus vite que tu évoques. Hein, on passe d'une demi-journée à 2 heures pour faire une proposition. Est-ce que tu vois aussi une sorte d'accompagnement à la montée en compétences des personnes, d'aller chercher des limites qu'ils n'avaient pas cherchées ailleurs? Oui, bien sûr. Oui. Toujours sur le volet commercial, par exemple, on apprend à l'école de commerce à traiter et répondre à des objections, ce qui n'est pas forcément facile, ce qui demande une méthode et de s'astreindre à cette méthode. Et donc de mettre à disposition un agent qui aide à la formation du traitement des objections, ou qui peut en même temps être aussi un outil pour traiter des objections qu'on aurait eues dans notre quotidien. On est vraiment sur une montée en compétences de nos experts. Après, on a d'autres agents qui sont plus des agents dans la phase opérationnelle de la mission, c'est-à-dire pour un DSI, quand il va faire son diagnostic, il va avoir un agent qui va lui permettre de ne pas oublier certains sujets, de bien pouvoir cadencer ses préconisations, mettre en place son plan d'action, etc. Donc là, on est plus sur un outil complémentaire qui vient servir l'expertise de l'expert. De l'expert. Tu as cette notion d'expertise quand même qui est importante dans le fond. Oui. Comment tu vois l'IA? Donc on est sur des outils qui ont des périmètres avancés ou limités. Tu nous as évoqué deux cas d'usage. Comment tu vois la place de l'IA dans les 6 mois, 1 an qui viennent sur cette relation expertise humaine, expertise d'IA? Oui. Qu'apporte l'un à l'autre finalement dans ces développements? Alors, on a évoqué quelques gains. Moi, je pense que le prochain challenge que j'ai, c'est que chacun des experts soit en capacité de déployer de l'IA chez ses clients. Donc, c'est vraiment que l'expert soit aussi le relais entre une expertise qu'on a, nous, au siège, je dirais, et le client final qui est le dirigeant de PME et qui aujourd'hui ne sait pas comment aborder ces sujets d'intelligence artificielle, qui fait peut-être un peu de ChatGPT, Gemini, Claude, le chat, enfin peu importe, mais dans son coin, sans avoir compris la puissance de ces outils et comment on pouvait les utiliser pour les appliquer de manière précise dans leur contexte d'entreprise. Je peux donner un autre exemple. On a par exemple un agent qu'on met à disposition chez nos clients qui fait le support informatique de premier niveau. Parce qu'une PME de 25 personnes, elle n'a pas les moyens d'avoir des techniciens support. Alors elle peut éventuellement externaliser cette fonction-là, mais sur des questions simples, plutôt que de prendre une documentation utilisateur d'une application, peut-être demander à un agent simplement comment on fait ce paramètre, ou on modifie quelque chose, c'est directement un gain et une facilité pour les entreprises et les utilisateurs. Donc ça, c'est des solutions que vous déployez. Toi, à titre perso, tu fais un peu de veille sur l'IA, tu regardes un peu ce qui se passe? J'ai pris un peu de distance avec ces sujets-là, du fait de mon quotidien qui est très occupé par le pilotage de Groupe Active.
Mais oui, je fais un peu de veille et en fait, j'ai une chance, une grande chance, c'est d'avoir autour de moi 20 DSI, puisqu'on a un peu plus une vingtaine de DSI dans le réseau. Et j'ai gardé mon rôle de référent métier DSI Active, qui me permet du coup d'avoir des échanges très réguliers avec mes pairs du réseau. Et eux font cette veille, parce qu'ils sont dans la mission, ils sont dans l'opérationnel, donc ils nous remontent et on capitalise beaucoup sur ça. Après, à titre perso, je suis toujours curieux, mais je suis plus de fil RSS Plus autant, plus aussi rapidement sur C'est ça, les infos. c'est ça. Et c'est quoi le dernier truc qui t'a fait faire waouh sur l'IA, du coup ou le truc dont tu rêverais, et peut-être... C'est une bonne question. Non, alors on fait beaucoup de choses sur la génération d'images, sur la génération de vidéos. Je trouve que sur la partie vidéo, il y a vraiment des choses dingues. Oui. Mais je suis pas forcément attiré pour l'utiliser dans mon quotidien. Mais je dirais que oui, c'est ça. Avec quelle précision aujourd'hui on arrive à reproduire l'humain avec une intelligence artificielle sur des médias et des supports numériques. C'est une verticale que vous adressez, c'est à la création de supports de communication Non, pas encore. Ça pourrait l'être peut-être un jour. Une sixième verticale métier. Verticale métier, ouais. La communication, le marketing. On est, comme je l'ai dit, on est en veille en permanence sur est-ce qu'on croiserait pas quelqu'un qui incarnerait ce réseau, qui en tout cas ferait la preuve que ce réseau peut exister, et à ce moment-là, on lancerait ce réseau. Ouais. Et est-ce que tu penses que justement les avancées de l'IA, comment ça permet d'aller plus vite et peut-être même plus loin, ça vous ouvre des opportunités business comme ce qui est évoqué là, ça vous le rend possible, alors que c'était peut-être pas il y a 6 mois, 1 an, 2 ans. Alors, avec l'IA, est-ce que tu penses que ça permettra justement d'accélérer ces nouvelles verticales ça nous permettra d'aller plus vite pour dupliquer un nouveau réseau, créer un nouveau réseau. Mais moi, je ne vois pas l'IA comme quelque chose qui va remplacer l'humain qui doit faire la preuve du modèle. Vraiment, je pense pas que... Je prends vraiment l'IA comme un outil au service d'un expert. Et moi, j'ai toujours autour de moi des experts et je leur fais confiance. Je fais un peu moins confiance à l'IA, mais je l'utilise au quotidien. Mais je pense pas qu'un agent ou une IA puisse demain être à mes côtés pour créer un réseau et incarner ce réseau. Et justement, c'est super intéressant parce que ton expert, il est expert parce qu'il a l'expérience. Oui. Comment tu penses que ça peut se passer avec des juniors qui rentrent dans le monde du travail, avec l'IA dans les mains? Oui. Alors on est... je viens de chercher un avis sur le sujet parce que bien malin la personne qui est capable de prédire tout ça. Mais, un junior qui prend un poste aujourd'hui n'a pas cette expérience, cette expertise et va se construire finalement avec l'IA dans son quotidien parce que l'employeur va demander d'utiliser l'IA pour être plus efficient. On va être sous quelle forme d'expertise Alors je vois où tu veux m'emmener, mais moi j'ai une équipe assez jeune. J'ai la chance d'avoir des gens qui viennent chez nous pour faire par exemple une alternance. Et la personne aujourd'hui qui est la plus avancée sur l'élevage des agents, c'est notamment l'une de nos alternantes qui travaille sur ce sujet. C'est pas pour autant qu'elle va partir demain en mission d'un développement commercial ou une mission DAF chez un client. D'ailleurs, c'est pas son rôle, c'est pas ce qu'elle a envie de faire. Je sais pas, je vais pas poser la question, mais en tout cas, elle n'aurait pas la légitimité. Je pense que dans l'expérience, il y a un peu aussi l'épaisseur du cuir. C'est-à-dire, c'est bien beau d'avoir des beaux outils, mais si on n'a pas un peu de passé, un peu de cas qu'on a vécu, finalement, on n'aura pas le même impact vis-à-vis des dirigeants d'entreprise. Même si on a les meilleurs outils, même si on a les meilleures intelligences artificielles qui, elles, pourraient avoir des exemples, des retours d'expérience, mais pas l'expérience en tant que telle. Pas le fait de l'avoir vécu.
Et du coup, chez l'être humain, sur le recrutement, quelles compétences tu penses qu'il faut aller chercher en 2026? L'engagement, Oui. euh, l'envie de travailler, mais dans le sens noble du terme, et la curiosité. Et puis après, il y a un sujet essentiel, c'est le savoir-être. Nous, dans nos missions, on est en permanence en représentation, on est en permanence en prestation de service. Il faut savoir se mettre à sa place, tout en ayant la posture de l'expert. Donc si tu me parles du recrutement entre guillemets des experts, c'est ça que je vais aller chercher chez eux. Sur des salariés, il faut qu'ils y trouvent un intérêt, il faut qu'ils y trouvent une raison. C'est ça qui va les amener à s'engager. Donc voilà, moi je suis attentif à ça. Les différents recrutements que j'ai pu faire m'ont amené à complètement changer mon regard sur le CV, par exemple. Donner sa chance à des gens qui manifestent un intérêt, qui manifestent une curiosité. C'est parfois plus important que d'avoir le bon diplôme ou la bonne expérience professionnelle avant. Surtout l'expérience professionnelle. Voilà, c'est ça. C'est ça les critères les plus critères, importants à tes yeux Alors, aujourd'hui. c'est un peu, voilà. C'est partagé, hein, Ouais. cette histoire d'engagement, de curiosité, c'est des choses que l'IA ne nous prendra pas en fait. Hein, Ouais. La partie intérêt pour les choses, c'est certain. Sans transition, c'est quoi ton rapport avec l'exploration spatiale? J'ai lu que c'est quelque chose qui t'intéressait beaucoup. Ah oui, énormément. Ouais. J'ai une passion pour la conquête spatiale et notamment la période de la guerre froide, pendant la guerre froide. Non pas pour l'esprit de compétition, mais pour l'esprit de cohésion que ces deux grandes puissances ont pu susciter, provoquer, mettre en œuvre pour mobiliser des centaines de milliers de personnes pour quelque chose qui nous sert que très peu finalement. Enfin, ça nous sert si beaucoup dans la technologie, mais je veux dire, aller sur la Lune, on n'en tire pas des bénéfices immédiats d'après moi. Alors, dans les avancées scientifiques, dans la compréhension de l'espace, dans la compréhension de comment on en est arrivé là et peut-être où on va aller, c'est très important, mais c'est quand même beaucoup moins terre à terre que d'autres sujets sur je sais pas, l'écologie ou ce genre de choses. Mais moi, c'est la conquête spatiale, le défi de l'équipe. Oui. Et du coup, le lien, peut-être que tu peux faire toi au quotidien, professionnellement. Est-ce que tu fais des liens, tu te fais des références avec la conquête non, je pense avec la cohésion d'équipe. Avec la cohésion d'équipe, bien de sûr. ce côté-là, oui. Construire quelque chose ensemble, même si on n'est pas forcément alignés, les mêmes opinions. Les mêmes... Exactement, c'est ça. Ok. L'entreprise, elle est basée à Dijon. Oui. Tu habites à Dijon. Depuis peu. Depuis peu, tu es revenu sur Dijon. Est-ce que tu penses que c'est une force, une faiblesse par rapport à un rayonnement national? C'est à la fois une force et un handicap. Je dirais pas une faiblesse, mais un handicap dans le sens où Dijon, c'est près de tout. Quand on parle de la grande partie est de la France, mais quand il faut passer de l'autre côté et aller à l'ouest, c'est plus compliqué. Parce qu'il y a une hypercentralisation même des transports par Paris, hein, donc voilà, c'est une réalité. Par contre, c'est une force parce qu'on a une identité, on a finalement on a une identité, une typicité. Moi, je ne suis pas bourguignon d'origine, mais j'ai mon visa bourguignon depuis peu, donc je suis accepté. Ça donne plus de corps à l'entreprise. C'est moins impersonnel que si on avait simplement un siège parisien, je dirais. Voilà. Dans l'impact qu'on a auprès des dirigeants de TPE-PME, c'est réel. Parce que les gens... ils ont envie de travailler avec des gens du cru, des gens du territoire. Et c'est pour ça aussi que nos experts, dans chacune de leurs régions, ils interviennent auprès des PME qui sont dans leur territoire, dans leur secteur. Ça, c'est très, très important. Il y a une mauvaise réception, un mauvais accueil de la part des dirigeants de PME quand on est consultant et qu'on vient de loin.
Et encore plus quand on vient de Paris. Alors, c'est pas pour faire de l'anti-parisianisme de base, c'est simplement une réalité de intervenir quand on intervient dans une petite industrie dans la Nièvre. C'est bien de connaître le tissu économique de la Nièvre sur des verticales métiers comme les nôtres et sur les niveaux d'expertise qu'on veut ramener. Après, si c'est une expertise technique sur l'intelligence artificielle, par exemple, c'est plus universel, c'est peut-être moins en lien avec le territoire ou l'identité du client. Il y a une répartition géographique un peu homogène sur la France, aux experts, ou vous avez vraiment des régions plus fortes? On a naturellement un peu plus de monde dans la partie est de la France. On a moins de monde à Bordeaux, on a moins de monde dans le sud-ouest. Mais du coup, on a adopté une nouvelle stratégie de déploiement, c'est de travailler avec des agences territoriales qui, du coup, sont des agences de développement qui vont permettre aux experts eux-mêmes de retrouver aussi plus de proximité avec Groupe Active et d'accélérer le développement. Et vos experts, en étant sur le territoire, ils sont disponibles pour les chefs d'entreprise. Est-ce que tu penses qu'aussi ils ont un rôle, on va pas dire social, mais ce rôle de présence, un chef d'entreprise peut être seul parfois, se sentir seul. Est-ce que tu penses, est-ce que tu as eu des remontées, cet impact plus humain finalement dans le relationnel, au-delà de l'apport d'expertise, quoi? Bien sûr, dans toutes les missions que nous faisons, c'est un volet très important. Depuis 30 ans, on accompagne des chefs d'entreprise qui manquent de temps, de ressources, de compétences et qui sont isolés dans la solitude. Ils ne savent pas comment prendre leurs décisions stratégiques parce qu'ils ne sont pas experts DAF, mais ils doivent gérer la finance. Et ils n'ont pas de cadre, de middle management qui peut les conseiller. Donc le rôle de l'expert, c'est évidemment aussi ça, de combler ce vide et de ramener une relation de chef d'entreprise à chef d'entreprise. Le rôle de l'expert, c'est aussi de faire vivre son écosystème et de faire se rencontrer les différents chefs d'entreprise, dirigeantes et dirigeants d'entreprise dans son territoire. On organise régulièrement des événementiels où on invite des dirigeants d'entreprise là où un expert est installé. C'est même dans sa feuille de route de lancement, on appelle ça l'événementiel de lancement. Okay. On a un partenariat fort avec un réseau qui s'appelle Look Mon Biz et qui déploie un peu partout en France des concepts comme des after-work ou des after-biz ou des matinales où les dirigeants d'entreprise se rencontrent, se croisent, discutent. In fine, font peut-être du business, mais avant tout viennent pour l'aspect humain, voir d'autres dirigeants. Et du coup, il y a, j'imagine, du bouche à oreille sur vos prestations, sur les qualités de vos experts. Comment ça se passe un onboarding de clients chez vous? Alors pour une mission chez chez un nouveau client, comment on déroule la mission? Selon le même rituel, quel que soit le métier, on est toujours sur une phase de diagnostic dans un premier temps, où on va faire un état des lieux, ensuite on va définir un plan d'action, et ensuite on va orchestrer et mettre en œuvre ce plan d'action. Donc ça c'est la mission type. La trame type. Ouais, on appelle ça la mission type. C'est aussi important que tous les autres sujets chez Groupe Active, parce qu'on est sur une recherche d'équilibre entre le temps qu'on va passer chez nos clients, le temps qu'on va passer à prospecter de nouveaux clients. Et donc la mission type, c'est la mission qui permet à un expert d'avoir 3-4 clients en même temps sur des missions de longue durée parce qu'on est intégré pleinement dans l'entreprise. Et du coup, ça lui permet aussi d'avoir une stabilité, d'intervenir près de chez lui, pas faire des missions à l'autre bout de la France. Voilà, donc c'est une question d'équilibre chez Groupe Active, c'est très important. Ok. Et du coup, s'il y a un dirigeant de TPE là qui nous écoute, qui est épuisé, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais qu'il faut qu'on se rencontre rapidement pour en discuter, qu'il faut qu'il comprenne que l'externalisation, le temps partagé, ce sont des solutions méconnues, alternatives au contrat social que peut être le salariat, mais qui peut correspondre à son besoin précis. C'est-à-dire qu'il ne va pas se passer d'avoir des salariés, mais sur certains sujets, il va pouvoir être accompagné par des experts qu'il ne pourrait pas recruter
soyons clairs, mais dont il a besoin, comme toute entreprise. Voilà. Si on regarde un peu dans le rétroviseur, une entreprise, il y a 20-30 ans, il y avait une personne qui s'occupait de faire le ménage, il y a une personne qui s'occupait de faire les livraisons. Aujourd'hui, ce sont des services qui sont externalisés. Donc l'externalisation, on la connaît déjà. Là, on parle d'externalisation de cadre. C'est pas forcément pour faire des économies. Parfois, l'externalisation, c'est pour faire des économies. Mais là, c'est pour bénéficier de prestations de haut niveau qu'on ne pourrait pas se payer. Je le vois, hein, Groupe Active, on est une PME. Il y a des sujets sur lesquels on a externalisé et on est conseillé au minimum, ou alors on est accompagné dans la durée sur certains sujets. On a une DRH externalisée en temps partagé chez Groupe Active. Et justement, oui, sur les 5 réseaux, tu peux nous les reciter, puis peut-être lequel pour toi, en volume, en répartition, va prendre le plus de part Alors, on a historiquement le développement commercial avec le réseau Prospactive, et qui aujourd'hui représente encore le plus grand nombre d'experts, parce que c'est historique. On a DSI Active sur la partie informatique, qui est le deuxième réseau aujourd'hui, et c'est un réseau qui a une forte croissance, parce que les enjeux informatiques sont très, très importants. On a parlé d'intelligence artificielle, mais on peut parler de cybersécurité, on peut parler de facturation électronique, voilà, ce genre de sujet que les DSI... Bien d'actualité, ouais. Voilà, exactement. On va retrouver ensuite le réseau DAF sur la partie finance. Ça, c'est un réseau essentiel. Toute entreprise, tout dirigeant d'entreprise devrait avoir un DAF à ses côtés, parce que souvent, on nous dit j'ai déjà un expert comptable. Alors, l'expert comptable, son rôle, c'est de faire un bilan et de faire finalement une photographie une fois par an. Le DAF, son rôle, c'est d'accompagner au pilotage financier au quotidien, d'avoir la visibilité, de savoir comment on peut investir, comment on va voir les choses dans le futur. C'est pas le passé. Donc ça, c'est un réseau important, et je pense que c'est un réseau qui va devoir se développer et qui pourra se développer. On a un réseau très expert métier qui est le réseau Prodactive, donc c'est la supply chain. Alors, supply chain, je ne sais pas si tu situes bien. La logistique Ouais. Alors, la logistique, c'est un petit morceau du coup. de la supply chain. La supply chain, c'est j'achète une matière première et je vends un produit fini que je livre. Et il y a plein d'étapes intermédiaires. Il faut produire, il faut vendre. Et voilà. Et tout ça, c'est la supply chain. C'est un réseau qui est en train de redémarrer. On a un nouveau référent métier qui vient impulser aussi une nouvelle dynamique. Et puis, on a le réseau des DRH. Qui est un réseau qui a aussi un beau potentiel, parce qu'on a parlé de recrutement avant. Quand on est dirigeant d'une petite entreprise, on se demande comment on peut recruter, comment on peut fidéliser, comment on peut gérer la carrière de nos salariés. Les jeunes ont beaucoup plus de volatilité dans leurs expériences professionnelles, et le rôle du DRH, c'est aussi de réussir à stabiliser les choses. Donc à ta question, lequel oui, un peu en répartition, peut-être en volume d'affaires. Moi, j'ai pour volonté qu'ils se développent tous à la même vitesse. Mais allez, je vais laisser les DSI en premier. Okay. C'est mon réseau de cœur. Tous ces réseaux sont construits au fil de l'eau, brique après brique. On l'a évoqué peut-être tout à l'heure un peu sur le ton de la rigolade, mais est-ce qu'il y a un 6e réseau à venir sur la partie marketing communication ? Je pense. Il n'est pas encore dans les cartons. On a fait des tentatives, trouver la personne qui incarnerait ce réseau. S'il y a des gens qui se sentent la vocation, qui n'hésitent pas. S'il y a des directeurs ou directrices com, marketing qui sont déjà à leur compte et qui se disent j'aimerais bien développer un réseau, on a une place à nos côtés pour lancer ce 6e réseau, et peut-être un 7e sur d'autres sujets. Il y a beaucoup d'autres sujets. On ne peut pas non plus aller dans un développement avec, je dirais, plus de 6 ou 7 réseaux, parce que des directions métiers dans une entreprise, si on prend une table d'un codir, d'une grande entreprise, il n'y a jamais beaucoup plus que entre 6 et 10 personnes. Donc on ne fera pas des réseaux sur d'autres métiers qui ne sont pas à forte valeur ajoutée pour les PME. Ok.
Si tu avais pour conclure un message un peu prioritaire à passer, alors on a parlé tout à l'heure des dirigeants de TPE-PME, là on parle de quelqu'un qui voudrait se lancer. Un petit mot de la fin par rapport à toute cette activité, cette richesse. Je dirais que j'inviterais les gens à oser, à être audacieux. On a quand même en France une chance énorme. L'entrepreneuriat est quand même très encouragé. On a des dispositifs comme la rupture conventionnelle qui permettent à des gens de sortir du salariat et d'avoir un projet entrepreneurial tout en étant avec un accompagnement avec des indemnités chômage. C'est pas partout pareil, et donc osez vous mettre à votre compte. Le conseil que je donnerais, c'est de le faire en étant accompagné, parce que un peu comme l'IA, on va aller plus vite, on va aller à l'essentiel, et c'est ce qui va permettre de s'épanouir, d'exercer son métier d'une manière différente. C'est extrêmement enrichissant d'aller au contact des PME et des dirigeants de PME. Pour avoir travaillé dans des grandes entreprises et auprès de grands clients, on n'est pas dans les mêmes enjeux, on est beaucoup plus dans le concret. On voit tout de suite les impacts des actions. Exactement. C'est moins la grosse machine. C'est ça. Et quand on est cadre et qu'on a exercé pendant 15 ans, on manque parfois peut-être un petit peu de cet aspect concret. Et donc j'encourage les gens à entreprendre dans nos métiers, dans ces métiers qu'on a évoqués, et aussi à se rendre utile, à s'engager auprès des dirigeants d'entreprise. On a un potentiel de 700 000 à 1 million d'entreprises qui aujourd'hui auraient besoin d'un accompagnement. Donc il y a au moins 20% de productivité sous la pédale de toutes nos entreprises, de tous nos territoires. Donc venez nous aider à développer ces entreprises. Ok, merci à toi. Merci à toi. À bientôt. À bientôt, oui. Salut.